continue avec vous, Patrick Guérin, directeur de la gestion chez Bordier et compagnie, à Paris. Des tendances qui sont pas forcément identiques, mais quand même assez similaires, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Là, on a parlé des États-Unis. On regarde plus ce qui se passe en Europe. Le mois de mai, mois de hausse sur le CAC 40. Quatrième mois de hausse sur le CAC 40. Un MSCI World qui est au plus haut. Est-ce que, du coup, on est forcé d'être optimiste aujourd'hui sur les marchés financiers ? Il n'y a jamais d'obligation d'être optimiste, mais en tout cas, on a envie d'être optimiste. On a envie d'être optimiste. Et on a de bonnes raisons de l'être. On a la chance de ne pas avoir les mêmes problématiques qu'aux États-Unis, que Eric a rappelé à l'instant. C'est-à-dire que la problématique de l'inflation en Europe, on en parle, mais ce n'est pas en soi un sujet d'inquiétude. Alors, ce n'est pas un sujet d'inquiétude, mais ça revient. Oui, on l'évoque, ne serait-ce que parce qu'on la compare à ce qui se passe aux États-Unis. C'est impossible de faire autrement. Mais pour autant, parce qu'il y a aussi les effets de base qui jouent aussi en Europe comme ils ont joué aux États-Unis. Le prix du pétrole, c'est un des éléments extrêmement significatifs dans l'accroissement de l'inflation. Mais en Europe, j'allais dire malheureusement, on n'a pas de problème d'inflation. Et c'est la raison pour laquelle les taux restent durablement très bas. Les taux européens à 10 ans n'ont vraiment rien à voir avec les taux américains qu'évoquait Eric. On n'est pas sur du 1,50 ou du 1,60. Donc l'inflation à 2% en zone euro au mois de mai, on se souvient de l'objectif quand même de la BCE qui est inférieur, en dessous ou très proche des 2%. Là, ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas un sujet parce qu'en fait, c'est lié notamment au secteur au prix de l'énergie. Exactement. Donc je ne crois pas qu'on ait de raison particulière de s'en inquiéter. Ça ne veut pas dire pour autant que les marchés ne sont pas attentifs à ce point. Et qu'en Europe comme aux États-Unis, de ce point de vue, on va avoir, et on a d'ailleurs régulièrement des épisodes de volatilité qui sont liés à ces craintes sur l'inflation actuelle et l'inflation anticipée. Donc on ne peut pas l'ignorer. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, donc pour l'inflation et de manière générale, donc 4 mois de hausse, un MSCI World au plus haut. Et si on n'a pas ces craintes inflationnistes, on a donc toutes les raisons d'être optimiste, ce que vous nous disiez. Oui, la réouverture de l'économie, l'augmentation des vaccins, j'allais dire enfin en Europe, avec 6 à 8 semaines de retard vis-à-vis des États-Unis, mais on y arrive quand même. On est sur une tendance qui est extrêmement favorable aujourd'hui. Et on a d'ailleurs vu l'opinion qui a complètement basculé en France, une partie de l'Europe. On est passé d'un état d'esprit anti-vaccin à un état d'esprit pro-vaccin, donc ça c'est très positif. Et d'ailleurs c'est reflété dans les ISM et dans les PMI qui sont à des niveaux historiquement très élevés en Europe. On est même d'ailleurs aujourd'hui en train de se dire ça va trop vite. Oui, c'est ce que disait IHS Markit lors de la publication dans le secteur manufacturier hier. C'est finalement la question, c'est comment est-ce qu'on va délivrer aujourd'hui. La demande est là. Maintenant, il faut que les entreprises puissent assumer la charge finalement de la demande. Voilà, donc ça c'est vraiment une préoccupation aujourd'hui partagée par l'ensemble des entreprises et qui ne laisse pas non plus les marchés financiers indifférents. Effectivement, il y a des ruptures de la chaîne d'approvisionnement. Mais c'est normal. C'est lié à une demande qui est extrêmement puissante avec une offre qui n'est pas tout à fait à la hauteur. Donc il y a un déséquilibre qui va se réguler avec le temps. Oui, voilà, ces tensions d'approvisionnement, parce que c'est quand même un sujet qui est assez récurrent. Alors, on a parlé de la pénurie des semi-conducteurs, que ce soit aux États-Unis ou en Chine. La Chine, quand elle publie ses indices PMI, fait part de ces tensions d'approvisionnement. En Europe, donc, on est sur des plus hauts en ce qui concerne les indices PMI dans le secteur manufacturier. Mais pour autant, l'Allemagne, qui était sur un niveau record le mois dernier et qui recule un petit peu aujourd'hui, dit oui, mais en fait, nous, on commence à avoir des tensions d'approvisionnement. Est-ce que ça va devenir un vrai sujet pour les marchés financiers, ça ou ça va se réguler avec le temps ? Ça va se réguler avec le temps. Donc on aura des moments où ce sera un vrai sujet, des moments où ce sera un peu moins, si j'ose dire. C'est pas en soi quelque chose qui doit être inquiétant. Ce sera l'occasion, ces phases de volatilité seront l'occasion pour nous de pouvoir entrer sur les marchés, compléter des positions lorsque ce sera nécessaire. Oui, donc, en soi, j'allais presque dire qu'on s'en réjouit. Oui, c'est pas plus mal d'avoir un peu de volatilité sur les marchés financiers. Un peu de volatilité, ça permet de respirer, c'est bien. Et ce qu'on constate d'ailleurs, c'est que vous évoquiez la performance du CAC 40 depuis le début de l'année. On constate qu'elle n'est pas en ligne droite. C'est-à-dire qu'il y a des moments, effectivement, où il y a des journées qui sont des journées de repli. Et cette tendance, ça va se confirmer avec le temps et continuera. C'est-à-dire que je pense qu'on a des marchés qui sont haussiers. D'accord. Je prends ce pari, haussier durablement, avec des phases de repli tactique qu'il faudra utiliser au mieux qu'on pourra. Donc pas d'inquiétude particulière.
Pas d'inquiétude particulière sur ce marché parisien. Vous regardez autre chose en Europe que le marché parisien. Les tendances sont similaires selon vous? Les tendances sont assez similaires. L'ensemble de l'Europe se réouvre, donc profite. On l'a vu au niveau des PMI, ils sont dans l'ensemble très bons dans l'ensemble des pays. Et donc, oui, nous sommes effectivement présents. On n'a pas une gestion qui est purement française, franco-française. On est une gestion internationale, donc on est présent sur les États-Unis, on est présent sur l'ensemble de l'Europe, y compris sur la Suisse, qui est un marché qui, de par notre histoire propre à Bordier, parce que Bordier est une banque suisse, c'est un marché que nous suivons avec intérêt, et sur lesquels il y a des belles opportunités sur des valeurs moyennes de capitalisation qui sont de jolies pépites sur lesquelles on veut être investi. Et alors justement, vous nous parlez d'opportunités. Qu'est-ce qu'on regarde quand on doit faire des choix d'allocation sur les marchés financiers dans un marché où il n'y a pas tant de volatilité que ça, justement? Oui. C'est un exercice quotidien auquel on est tous soumis. Et en ce moment, ce qu'on regarde particulièrement, sachant que chez Bordier, on a plutôt une approche croissance traditionnellement, mais on ne peut pas rester exclusivement investi sur la croissance, sinon on est un petit peu en décalage par rapport à un CAC 40 qui n'est pas représentatif de cette stratégie de gestion croissance. Donc on est présent sur les cycliques, on est présent sur les infrastructures. Donc on construit peu à peu dans nos portefeuilles des positions sur des valeurs qui représentent ces thèses d'investissement, par exemple Alstom, par exemple Schneider dans l'industrie, ou par exemple aussi Saint-Gobain dans la construction. Ce sont des thèmes qu'on suit avec beaucoup d'intérêt et qui profitent de la réouverture des marchés. D'accord, donc on est là aujourd'hui dans un moment où on va regarder essentiellement des valeurs qui vont profiter de la réouverture des marchés. On va laisser de côté, ou en tout cas vivre les valeurs qui seraient peut-être plus technologiques. Alors on en a moins effectivement en France et en Europe qu'aux États-Unis, mais mais on est présent quand même sur la tech américaine dans nos portefeuilles. Et en revanche, ce serait une erreur de rester à l'écart des valeurs du luxe. Alors ça paraît un peu galvaudé parce que évidemment tout le monde dit que le luxe c'est extraordinaire, mais c'est vrai pour autant. Ça se voit dans les cours. Ça se voit dans les cours et ça se voit. Le luxe, ça représente un quart du CAC 40 aujourd'hui, et les performances moyennes depuis le début de l'année, c'est 25%. Donc être absent du luxe, c'est prendre un gros risque d'être en décalage par rapport aussi c'est ne pas suivre la tendance globale d'évolution du marché. Donc ça, c'est pour les valeurs qui sont du coup dans les indices. Est-ce que vous faites d'autres recherches peut-être, ou on reste quand même sur ces grandes valeurs dont vous venez de nous parler? Non, on est en Europe. Sans donner forcément de valeur, mais peut-être des secteurs d'activité. On parlait du secteur de la santé tout à l'heure, qui est un secteur où un certain nombre de gérants sont sous-pondérés actuellement. On n'est pas très présent sur la santé. On y est présent historiquement, mais pas tant que ça, parce qu'effectivement, c'est des valeurs qui sont chères et qui ne sont pas très entourées depuis le début de l'année. Donc, bien sûr. Ce qui est quand même assez étonnant d'ailleurs. Mais précisément, c'est pas si étonnant que ça, parce que précisément, c'est le PE moyen de ces valeurs qui fait qu'il n'y a pas d'appétit particulier, avec une croissance qui est assez modeste. D'accord. Ouais. Donc, c'est difficile d'aller acheter des valeurs qui sont chères sans croissance, embarquées. Bien sûr, complètement. C'est prendre des risques inutiles. Donc, oui, j'évoquais les infras, j'évoquais les cycliques. On est aussi présent sur une poche value. Par exemple, on n'est pas très intéressé à être investisseur sur les banques européennes, mais en revanche, on a des positions sur les banques américaines. D'accord. Qui nous paraissent être des bons vecteurs d'accompagnement de la réouverture des économies. Et qui marche d'ailleurs. Ça fonctionne bien, ce thème-là. Donc c'est une bonne idée d'être présent sur ce secteur. Et alors, pour finir, Patrick Guérin, si on parle d'horizon, donc de réouverture d'économie, des allocations que vous avez, ou même, qui sait, peut-être des indices, quelle est votre vision? Vous pensez aussi que, comme sur un marché américain, tout va se décanter sur Q3, Q4? On est sur un horizon encore plus lointain en Europe, peut-être plus proche? Alors, ce qui est certain, c'est que dans notre allocation, on a conservé une part US assez significative. À peu près la moitié de nos expositions actions sont sur les États-Unis, parce que même si pour le moment on souffre un peu, on est de l'avis de ce qui a été présenté par Eric il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'il y a encore des bonnes surprises à attendre sur les marchés américains à horizon 3e et 4e trimestre. Donc tout n'est pas encore dans les cours. Tout n'est pas dans les cours, donc il faut accepter pour le moment d'avoir peut-être une légère sous-performance, parce que
quand on est investisseur sur les marchés d'actions, on n'est pas investisseur à 6 mois. On est investisseur sur une durée un peu plus longue. Donc, c'est de la pédagogie qu'il faut faire auprès de nos clients. Et pour autant, on est aussi, bien entendu, présent sur les marchés, sur l'ensemble des marchés européens. Et un peu aussi en Asie, qui retrouve quelques faveurs après avoir été délaissé pendant le premier trimestre 2021. Injustement, je ne sais pas, mais en tout cas, ne pas être présent sur cette partie du monde, ce serait, je pense, une erreur aussi. Donc présence en Asie également. Oui. On se souvient d'ailleurs, il nous reste quelques instants, on se souvient que c'était un thème d'investissement qui était très présent à partir d'août, septembre. On en parlait énormément, puis on en a un petit peu moins parlé. Oui. Mais il faut quand même y rester. Enfin, il faut quand même rester présent sur cette région du monde. Bien sûr, parce qu'en fait, les cycles de croissance ne sont pas les mêmes. En Asie, une grande partie de la croissance, elle s'est faite avant l'Europe et avant la reprise des États-Unis. Bien sûr. Donc, c'est pas tout à fait étonnant que les indices chinois aient un peu souffert pendant le premier trimestre. Après, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est durable. Et on voit bien d'ailleurs, les PMI en Asie ne sont pas si mauvais que ça depuis ceux qui ont été publiés en mai. Ça repart progressivement. C'est moins flagrant, mais ça reste. La croissance reste présente. Ouais. Et du coup, effectivement, c'est moins impressionnant que la reprise qu'on peut voir, par exemple, en Europe, pour le coup. Merci beaucoup, Patrick Guérin, de nous avoir expliqué tout ça. Je rappelle que vous êtes directeur de la gestion chez Bordier et Compagnie à Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30 pour 1 heure de décryptage des marchés financiers.